Je vais vous partager aujourd'hui mon aventure sur la Race Across Switzerland. C'est une course de vélo ultra distance qui fait 1000 km et qui doit être parcourue en moins de 96 heures, soit 4 jours. C'est vraiment le genre d'épreuve que j'adore, car c'est à la fois une expérience personnelle, un challenge sportif et un voyage simplement. Le départ a lieu le 22 juillet à Champagne. On est en Suisse, à proximité d'Yverdon-les-Bains, dans le canton de Vaud. Et l'arrivée aura lieu à Kloster-Cerneuys, dans l'est de la Suisse, proche de Davos dans le canton des Grisons. Je me suis inscrit tardivement pour cette course, car j'ai voyagé au mois de mai sans pouvoir me préparer. Alors j'attendais d'être de retour chez moi au mois de juin pour tester mes sensations sur le vélo et prendre la décision de m'inscrire ou non. Et après quelques sorties, avec un bon ratio de dénivelé, tous les voyants étaient au vert. Alors je prends la décision de participer à cette course le 18 juin. J'ai tout de même un impératif. C'est que le dimanche de la course, je dois être à midi à Appenzell, dans le centre de la Suisse, pour un événement personnel. Cela veut dire que je ne me donne pas 96 heures pour finir cette course, mais 78 heures maximum, pour me donner le temps sur la ligne d'arrivée de me doucher, de dormir, et puis de prendre le train pour me rendre à Appenzell. Je pense que c'est dans mes cordes. Mais sur ce genre d'événement, il ne suffit pas toujours d'être en forme. Les conditions climatiques, un problème mécanique ou une difficulté physique pourraient aussi ralentir ma progression. Cette Race Across Switzerland, j'y ai déjà participé il y a 2 ans. À l'époque en duo avec Roméo. Le kilométrage et le dénivelé étaient sensiblement identiques. Et nous avions rallié l'arrivée en 78 heures et 27 minutes. Depuis, j'ai acquis un peu plus d'expérience, c'est pourquoi je pense que c'est réalisable. Et je dois avouer que cette condition rend cette aventure encore plus excitante. Alors sur la ligne de départ, je suis assez serein. Les premiers cyclistes prennent le départ. Il faut savoir que l'on part chacun ou chacune avec un écart de 30 secondes pour éviter la formation de groupe, car sur cette épreuve, le drafting est interdit. À 22h22 minutes et 30 secondes, je m'élance enfin. Le départ, c'est toujours un moment super. On quitte un monde normal, entre guillemets, avec une routine, du confort, des certitudes, pour se lancer dans une forme de nomadisme. Dans un premier temps, on longe le lac de Neuchâtel en direction du nord-est, jusqu'à atteindre le col de la Vue des Alpes. Mais pas en empruntant la route principale, plutôt en se faufilant à travers des petits villages, comme Corcelles, Coffrane ou les Hauts-Genevais, pour accéder jusqu'à la dernière rampe de 3 km à près de 11% de moyenne. Je connais bien cet itinéraire ayant habité à proximité il y a quelques années. Cela dit, c'est la première fois que je monte de nuit. J'arrive au sommet vers 23h et la fraîcheur se fait ressentir. Alors plusieurs cyclistes se sont arrêtés ici pour se vêtir un peu plus chaudement. Nous allons rester environ 50 km à plus de 1000 mètres d'altitude. La température doit être à peine plus de 10 degrés. On enchaîne beaucoup de petites côtes et de descentes sur de petites routes. Et lors d'un virage, dans une descente, il y a beaucoup de gravier et de sable qui se sont accumulés sur plusieurs centimètres d'épaisseur. Je passe en restant bien dans le sillon dégagé que les véhicules ont formé, mais derrière moi, j'entends un dérapage. Je me retourne et vois de la lumière dans un nuage de poussière. Je fais demi-tour et j'aperçois un cycliste à terre qui se relève rapidement. Mais malheureusement, sa patte de dérailleur est cassée. Il n'en a pas de rechange. Il va devoir attendre l'ouverture d'un magasin le lendemain pour réparer. Moi, je reprends la route. Et vers 4h du matin, je commence à redescendre du massif jurassien. Je passe Delémont, Listal. Et pour le moment, tout se passe bien. Je mange un sandwich schnitzel sauce cocktail et un onigiri au seitan que j'avais pris avec moi. Ça, c'est pour l'alimentation fraîche, car j'ai aussi des barres et des gels glucidiques. Je m'arrête aussi pendant la nuit pour prendre un Red Bull dans un distributeur automatique. Et c'est un avantage pour moi de faire cette course en Suisse, car je sais parfaitement où trouver à manger et à boire de jour comme de nuit. Le jour se lève et je suis maintenant en Argovie, dans le nord de la Suisse, presque à la frontière avec l'Allemagne en fait. Et après 11 heures de course, il est un peu plus de 7 heures du matin. Je me trouve dans les environs de Zurich et j'ai parcouru déjà 230 km. Je me sens très bien, j'ai pu rouler toute la nuit avec constance, sans coup de mou et sans envie de dormir. Maintenant, la journée peut commencer. Avant le début de la course, j'ai imaginé à quoi elle pourrait ressembler en termes de longueur d'étape. Et j'avais prévu aujourd'hui de m'arrêter au kilomètre 415, dans un village où je pourrais facilement trouver un endroit au calme pour gonfler mon matelas et dormir dehors.
et je compte atteindre ce point précis après 24 heures de course. Mais pour le moment, c'est encore très loin. On traverse tout un tas de villages, aussi charmants les uns que les autres, je vois même des cigognes. Puis on passe à proximité de Luzern, on traverse la réserve de biosphère UNESCO de Lentlebuch. Et vers Langnau in Emmental, je rencontre Victor, un participant de la course. Il en a marre de rouler seul et m'attendait pour discuter un peu. Alors on se met à rouler côte à côte en se racontant nos expériences sur le vélo et aussi un peu nos vies. On roule ainsi jusqu'à Münzingen, puis des obligations personnelles nous séparent. Je roule depuis 370 km et je suis à moins de 15 km de Berne là où je vis. Alors je connais certaines des routes que l'on emprunte. On passe aussi l'Aar, la rivière dans laquelle je me baigne 1 à 2 fois par semaine pendant l'été. Et ensuite, malgré la proximité de la ville où je vis, on passe par de petites routes que je n'ai jamais prises et qui sont toutes plus pentues les unes que les autres. Vers 18h30, j'arrive au 415e kilomètre, théoriquement la fin de mon étape. Mais j'ai été plus rapide que prévu. Je suis encore capable de rouler, alors je regarde la carte, où sont les prochaines villes et où pourrait être mon étape pour la nuit. Et à 40 km d'ici, sur la trace, il y a Bulle. Je check si par chance il n'y aurait pas un hôtel, et il y en a même plusieurs. Je réserve tout de suite une chambre. Avant de quitter le village, je fais quelques courses et je reprends la route. Les 40 km passent rapidement et vers 21h, j'arrive devant mon hôtel. Je discute un peu avec les clients du bar d'à côté, j'entre dans la réception, et là, surprise, il y a juste un écran avec une webcam et un micro. Sur l'écran, je vois une femme derrière un bureau et elle commence à me parler. C'est en fait une réception à distance. Je n'ai jamais vu ça. Je me suis depuis un peu renseigné. Le personnel d'accueil, travaillant à distance, peut être à l'étranger et être employé non pas par l'hôtel directement, mais par un sous-traitant basé dans le pays où le personnel d'accueil se trouve. Ces personnes ne peuvent donc pas prétendre à un salaire ou au droit de travail qui s'exerce en Suisse. Bon, je prends les clés de ma chambre, prends une douche et me couche vers 22h. Mon réveil sonne 5 heures plus tard et vers 4 heures du matin, je reprends la route. Le premier objectif du jour est de rejoindre la base de vie qui se trouve à Crans-Montana, à 140 km d'ici en vallée. Je suis content de remonter sur mon vélo, de constater que je suis en forme et que la journée d'hier n'a pas fait de dégâts physiquement parlant. La pratique de l'ultracyclisme peut sembler extrême, mais en fait il faut justement tout faire pour que ça ne devienne pas extrême. La course est longue, il faut vraiment se préserver, prendre soin de son corps, de son matériel, de son alimentation et de son sommeil. Négliger un de ces aspects et la course peut devenir vraiment une souffrance. Je ne pratique pas la longue distance pour dépasser mes limites, me prouver quelque chose ou vouloir performer. Car en fait, je ne fais pas la course, je participe seulement à un événement, comme je pense 90% des participants ou participantes. J'aime simplement faire du vélo. J'adore l'idée de pouvoir aller loin de cette façon. Et lors d'une longue journée à vélo, la pensée a tendance à se concentrer sur les choses essentielles du moment. Pédaler, manger, dormir. Il y a un côté minimaliste, je trouve. À certains moments, au contraire, on pense à notre vie d'une manière générale. Les gens qu'on aime, nos choix, nos projets pour le futur, on a beaucoup de temps pour ça. Et la fatigue aidant, les émotions deviennent d'autant plus fortes. On a tendance à être beaucoup plus sensible. Et c'est ça que j'adore en ultra, vivre cette expérience complète. Vers 6 heures du matin, au niveau de Montreux, j'atteins les rives du lac Léman. Le bout du lac arrive rapidement et maintenant on va remonter le Rhône jusqu'à sa source, 200 km vers l'est. Les premiers kilomètres dans la vallée sont assez ennuyeux. Je fais une pause pour manger ce qu'il me reste d'hier. C'est du kebab vegan dans des wraps Old El Paso. En ultra, on essaie de manger autant de glucides que possible. Ça peut être des sucres lents ou des sucres rapides, mais parfois on mange aussi simplement ce qui nous fait envie. Et moi, étant vegan, je suis aussi restreint à ce que je peux trouver. Et du coup, il est 7 heures du matin et je mange un kebab froid sans sauce en buvant un Red Bull. Je reprends la route et maintenant je suis sur la digue du Rhône. C'est une piste cyclable vraiment parfaite, mais que je trouve plutôt ennuyeuse et soporifique. Et environ 1 heure plus tard, je dois m'arrêter pour dormir. Je pique du nez. Et lutter contre le sommeil est vraiment compliqué. Alors je me trouve un coin tranquille et fais 15 minutes de sieste.
Au réveil, j'ai retrouvé beaucoup de fraîcheur et je continue de longer le Rhône. La base de vie se rapproche, mais il reste une dernière difficulté avant d'y accéder. Juste avant Sion, on quitte le fond de la vallée pour commencer à monter. La base de vie est à 27 km et son ascension va comporter 3 montées successives pour cumuler un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Et c'est vraiment très irrégulier, assez usant en fait. Mais vers 13h, j'arrive à Grand Montana. J'y reste 1 heure, le temps de manger une assiette de pâtes et de me rafraîchir un peu. J'ai fait pour le moment aujourd'hui 135 km et mon objectif ambitieux serait de rejoindre DeSantis ce soir à 180 km d'ici, avec l'ascension du Fourca-Pass et de l'Oberalp Pass. J'ai aussi l'objectif plus raisonnable qui serait de rejoindre seulement Andermatt et de ne faire aujourd'hui que l'ascension du Fourca-Pass. En quittant la base de vie, il y a 15 km de descente pour retrouver la vallée. Ensuite, c'est plutôt plat, avec le vent dans le dos. Je roule facilement entre 25 et 30 km/h. Ça fait du bien car aujourd'hui j'avais été assez lent, on va dire. On se rapproche du pied du Fourca-Pass. Mais tout à coup, ce n'est plus plat du tout. Il y a d'abord une montée de 3 km 500 à 7,4% de moyenne pour arriver jusqu'au village de Grenngiols. Puis une montée de 2 km 300 à 8,3% de moyenne pour atteindre l'Axe. Il est environ 18h et j'ai fait aujourd'hui 210 km pour le moment. Un faux plat montant sur environ 25 km m'amène à Oberwald, au pied du col de la Fourca. Je remplis mes gourdes et mange un peu avant d'affronter les 16 km de montée à 6,5% de moyenne. Un automobiliste qui se ravitaille aussi en eau me demande si je participe à une course d'ultra et me dit qu'il est justement en train d'écouter le podcast journalier de la Transcontinental Race. C'est un podcast que j'écoute moi aussi tous les jours et j'attendais justement la sortie du nouvel épisode. Je vais pouvoir l'écouter pendant la montée. Mais franchement, ça ne va pas être assez. J'arrive rapidement à la fin de l'épisode, mais il me reste encore au moins 10 km à faire. Le ciel s'assombrit et j'atteins le sommet quand il fait nuit. Ça fait plus de 18 heures que je roule aujourd'hui. Il est environ 22h20. Je me couvre bien, mets des gants longs et entame la descente. Andermatt est à 20 km. Je vais m'arrêter là-bas pour cette nuit. Dans le village, je trouve refuge sous le porche d'une église et mange un peu, gonfle mon matelas et dors tant bien que mal. Le vent souffle un peu et la nuit est fraîche. Ce village est tout de même à 1400 mètres d'altitude. À 3h30, je me lève pour le 3e jour de course, et ce qui devrait être le dernier, car comme je l'ai dit plus tôt, le lendemain, j'ai un truc de prévu. Alors il y a 3 solutions. Soit tout se passe bien et je finis cette Race Across Switzerland ce soir, soit j'ai trop de retard et je réduis le parcours en prenant un raccourci pour rejoindre l'arrivée, soit je prends carrément un train si le temps devait me manquer. Je connaissais les règles avant de prendre les départs, alors si je dois abandonner, je le ferai, avec des regrets mais sans aucun scrupule. Je quitte Andermatt vers 4h15, avec un esprit plutôt positif. En 56 heures, j'ai parcouru 732 km et il m'en reste 263 km. Je quitte Andermatt vers 4h15 avec un esprit plutôt positif. En 56 heures, j'ai parcouru 732 km et il m'en reste 263. Normalement, j'ai largement le temps pour finir en moins de 78 heures comme je m'y suis engagé. La journée commence par l'ascension de l'Oberalp Pass. C'est 9 km à 6,7% de moyenne. Et c'est vraiment une drôle de façon de commencer une journée. Il fait encore nuit, le trafic est quasi nul et je suis dans un col que j'emprunte pour la première fois. J'arrive au sommet et les premières lueurs du jour apparaissent. Maintenant, la route est une longue descente suivie d'un faux plat descendant et le tout fait 40 ou 50 km de long. Après 95 km et 5h30 à rouler, j'atteins Ruhr. Il est 10h du matin. Je fais une petite pause, je me ravitaille et me mets de la crème solaire. On était une 60aine à prendre le départ. Et je regarde maintenant le tracker et remarque que certains ont déjà atteint la ligne d'arrivée. Et globalement, le reste des cyclistes est disséminé sur les 300 ou 400 derniers kilomètres du parcours. Je repars pour la dernière partie de la course. Il reste 165 km, mais encore énormément de dénivelé. Peut-être encore 3000 mètres.
Le prochain objectif est d'atteindre Lanzerheide. Et pour ça, il y a 13 km de montée à 6,5% de moyenne. Ça ne ressemble même pas à un col, c'est juste une route lambda dans les Alpes suisses. C'est rassurant de savoir ce qui m'attend sur la route, de connaître un itinéraire et son profil. Et à ce moment-là, je sais que le prochain col est le Julier Pass, mais sur mon GPS, j'ai juste une succession de montées et de descentes, et je ne sais pas au sommet de quelle montée se trouve ce col. C'est un peu le mythe de Sisyphe, bon, à l'exception au moins que je sais que je me rapproche de la ligne d'arrivée. C'est un peu le paradoxe des ultras. On veut faire cet effort de rouler énormément, mais à un moment, quand la ligne d'arrivée semble à portée de main, on est pressé d'en finir et de laisser notre vélo de côté pour quelques jours. Et j'en suis précisément à ce moment-là. Dans une descente, avant d'atteindre Tiefenkastel, soumis à de violentes vibrations, le support de ma caméra se casse, et celle-ci vient s'écraser au sol. La lentille est explosée. Donc à partir de maintenant, il n'y aura plus de vidéo de la course. Mais je continue quand même le récit. Commence une côte à plus de 4 km à 8% de moyenne. Je commence à être super lent. Je ne me sens pas particulièrement fatigué, mais par contre j'ai très peu d'énergie. J'essaye d'engloutir beaucoup de glucides sous différentes formes, mais ça ne me réveille pas vraiment. Je m'arrête dans un bar et commande 2 cafés, un coca, et peut-être la caféine pourra m'aider. Et en fait, je crois pas que ça ait m'aider à ce moment-là. Mais je commence à accepter ma lenteur et que je vais devoir faire avec. Je reçois aussi des messages d'encouragement et de soutien sur mon téléphone. Il y en a qui font plaisir et il y en a qui sont précisément ce que l'on attend à ce moment-là. Une phrase juste ou l'utilisation du mot qu'il fallait. Et mentalement, ça fait une grosse différence. Je m'arrête vers 14h à Kunter, dans la vallée de l'Oberalpstein. Manger un gros plat de pâtes. Le Julier Pass est encore à 30 km d'ici, semble-t-il, au fond de cette vallée. Ensuite, je longe le lac de Mormoreira, et le vent souffle terriblement. Il y a des rafales, et je ne suis pas vraiment à mon avantage ici. J'évite de rouler trop à droite, car je ne peux pas tenir une trajectoire rectiligne dans ces conditions. Je me fais même insulter par un valaisan qui me double dans une voiture de collection. Il y en a qui ont du mal avec l'idée de partage de la route. On est samedi après-midi, il me semble que l'on est sur cette route toutes et tous, de notre propre gré, et sur notre temps libre, on vient profiter de la montagne, mais certains n'arrivent pas à laisser leur aigreur à la maison. Je n'ai quand même pas résisté à lui montrer mon doigt du milieu dans son rétroviseur. Globalement, l'ascension de ce dernier col se fait face au vent, mais je reste tranquille et je patiente en pédalant seulement. Quelques kilomètres avant le sommet, le vent se calme enfin. Je franchis le col et j'entame la descente. C'est un soulagement qu'il n'y ait pas de vent de ce côté-ci et de pouvoir prendre de la vitesse. J'aperçois l'Engadine et Silva Plana en contrebas. Cet endroit est magnifique. C'est une large vallée avec des lacs et loin de tout, super paisible et qui se trouve à plus de 1700 mètres d'altitude. Je vais y rester pendant 20 km, en traversant Saint-Moritz, Celerina, Samedan et jusqu'à la Puncharmo. Il est 18h30. Des nuages commencent à se former et un message de l'organisation de la course nous informe que les orages sont attendus. Ça m'inquiète un peu, car je m'apprête à commencer l'ascension de l'Albula Pass, dont le sommet culmine à 2313 mètres d'altitude. Je n'aimerais vraiment pas me retrouver dans un orage là-haut, ou dans la descente. C'est la dernière grosse ascension de cette Race Across Switzerland. Il y a 9 km 500 à 6,6% de moyenne, mais les 6 premiers kilomètres sont à 9%. Et ensuite, c'est un faux plat montant jusqu'au col. Donc c'est plutôt court de ce côté-ci. Il me reste 70 km pour rejoindre l'arrivée. Au sommet de ce col, je pourrais commencer à penser à la fin plus concrètement. Cette ascension se fait relativement facilement. Et après 5 km environ, je m'arrête un instant devant la stèle dédiée à Gino Meder, sur le lieu de l'accident où il a perdu la vie sur le Tour de Suisse en juin 2023. Les années 2023 et 2024 ont été tragiques pour le cyclisme suisse, car un an après l'accident mortel dans l'Albula, c'est Muriel Fourer qui décédera à la suite d'une chute sur le parcours des championnats du monde de Zurich. Elle avait 18 ans. Une fois le col franchi, il y a 25 km de descente. Je me couvre bien car je risque d'avoir froid. Arrivé à Filissour, il est presque 21h et il commence à faire nuit.
mais il me reste moins de 40 km et environ 700 mètres de dénivelé. Je pense à l'arrivée, me doucher, manger et dormir. Je traverse enfin Davos et il ne reste que 7 km de descente. Je reçois finalement quelques gouttes, mais rien qui ne m'empêche de franchir la ligne d'arrivée à Kloster Cerneuys vers 23 heures. J'ai parcouru 997 km avec 16 400 mètres de dénivelé positif en 74 heures et 33 minutes. Et je suis 24e sur 40 finishers, toutes catégories confondues. Ce qui est intéressant quand on observe le classement à l'arrivée, c'est que tous ceux qui sont DNF sont des hommes, et que 100% des femmes au départ ont rallié l'arrivée. Dans tous les cas, je félicite toutes celles et tous ceux qui ont participé, finishers ou non finishers, car c'était, je trouve, une course assez exigeante. C'est aussi important de remercier les bénévoles qui sont indispensables sur ce genre d'événement. Au départ, sur la base de vie ou à l'arrivée, leur accueil est vraiment super apprécié.